Bah, pour commencer, il y a des gens qui connaissent pas Olivier, si vous voulez bien, vous pouvez vous présenter? Donc Olivier Mouradian, je m'occupe de Bugine Export et eh bien je travaille depuis pratiquement toute ma vie dans ce qu'on appelle le back office international. J'ai travaillé que ce soit en banque pour les plus grandes banques un peu partout dans le monde ou au sein de grandes entreprises comme Air Liquide, le groupe Emerson en Angleterre au siège social, pour Arjo Wiggins Appleton aussi. Et donc, mon métier, c'est d'aider les entreprises dans leurs opérations import-export, au niveau administratif, au niveau financier, au niveau des aspects juridiques, mais au niveau aussi de la documentation import-export. C'est aussi de les aider pour les grands contrats internationaux, donc par exemple la construction d'un aéroport, je sais pas, en Chine, une autoroute en Amérique latine. Mon travail consiste à aider ces entreprises à gérer un peu tous les risques opérationnels qu'ils peuvent rencontrer, à les aider à les comprendre et à leur proposer des solutions pour justement éviter de se retrouver dans des situations très très compliquées. Et puis aujourd'hui, ce métier a un peu évolué puisque ce qui était l'international hier avec la mondialisation, eh bien, ça devient, on a des marchés un peu domestiques puisque aujourd'hui on a l'Union européenne, on a tout un tas d'autres, on a le NAFTA aux États-Unis qu'on appelle aussi ALENA en français. Donc on a tout un tas de grands ensembles comme ça et de grands accords internationaux qui fait que parfois ça facilite les échanges, parfois ça les complique aussi. Et puis en même temps, on a aussi une petite résurgence d'isolationnisme et de protectionnisme américain avec Donald Trump, mais qui commence aussi à prendre sa source au niveau des pays de l'Est. La Russie aussi commence à s'y mettre. Et je crois que la crise du coronavirus commence à poser aussi un certain nombre de questions, notamment au niveau des approvisionnements. Je crois d'ailleurs que ça va être les questions suivantes. Et donc, il faut effectivement toujours se pencher sur ce genre de questions. Donc, ce que l'on fait, on aide les entreprises aussi bien au niveau local qu'au niveau international, que ce soit pour les aspects financiers, les aspects logistiques, les aspects douaniers, etc., les contrats, toutes ces choses, les paiements, le risque de change, etc. Mais le sujet étant extrêmement vague, aujourd'hui, on va se contenter de parler plutôt des risques de rupture de contrat de la part de votre client ou vous-même en tant que client vis-à-vis de vos fournisseurs. Qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'il y a des risques d'interruption de marché, etc. On va parler aussi des matières premières. On va parler aussi des containers, etc. Donc, on va se focaliser plutôt sur quelque chose de plus court. Et pour ceux qui sont intéressés par le webinar, eh bien, on fera un prochain webinar sur les financements, les préfinancements, la facturage, etc. Enfin, tous ces aspects-là, les crédits documentaires et autres. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à Constance ou à Félix et ils Maintenant, on va passer aux vous questions. inviteront pour les Au vu de la prochains situation internationale, webinaires. Voilà. comment faire dans le cas où mes contrats sont rompus? Oui, aujourd'hui, on a une situation qui est compliquée. Ce que je vais vous dire, c'est pas très très positif. On a une situation qui déjà est pas facile, mais on a une situation à venir qui va être encore pire. Pour autant, il faut pas se bloquer et se dire oh là là tout va mal. C'est pas parce que la situation risque d'être très très noire qu'il n'y a pas de solution. Au contraire, il y a des solutions. Et comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux, un homme préparé en vaut quatre. Donc un homme qui est averti et préparé, il en vaut 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se prépare bien, quelle que soit la situation, on pourra l'affronter avec calme et passer au travers des gouttes, si vous voulez. La situation, quelle est-elle? Et avant de répondre, je vais vous expliquer un peu la situation. Avant la crise du coronavirus, on était déjà en état de récession mondiale.
il y avait déjà une crise, il y avait des surstocks un peu partout. Et avant le coronavirus, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y avait le Nouvel An chinois, donc les entreprises qui étaient déjà en état, qui avaient du stock, etc. Mais comme il y a le Nouvel An chinois, les entreprises surstockent pendant le Nouvel An chinois, puisque tous les salariés chinois rentrent chez eux dans leur province, à l'intérieur du pays. La production se fait sur les zones côtières. Et donc, ils ont tendance à surstocker pour être prêts à envoyer de la marchandise si besoin est, et alors que leur production est arrêtée. Et donc, on avait déjà un phénomène d'absence de demande, ou en tout cas de demande extrêmement réduite, de surstock un petit peu partout, et ce qui va nous amener après au problème de matières premières et de containers. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec, en plus, le monde qui est pratiquement à l'arrêt, puisqu'une partie des pays sont confinés. Et donc, quand on est confiné, ben, on ne peut pas travailler. Donc, les entreprises, pour nous ici en Espagne, mais ça a été pareil en France ou en Italie ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui commencent à confiner aussi un peu. Donc, dès l'instant où on est confiné, on arrête les entreprises, voire même on a ordre par le gouvernement d'arrêter une entreprise. Si vous êtes un restaurateur ou un hôtel, etc., vous avez eu ordre d'arrêter et de fermer votre entreprise. Et donc forcément, les commandes que vous avez passées avant le coronavirus, eh bien, elles vont vous embêter. Vous n'allez pas vouloir les prendre. Donc, si votre client vous dit, moi, je ne veux plus votre marchandise, eh bien, les choses vont commencer à être compliquées. Et alors là, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de faire du copier-coller ou d'écouter Pierre-Paul Jacques qui vont vous donner des solutions toutes faites, qui vont vous dire, ah ben, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à Faucon. Vous savez, les fameux, il n'y a qu'à Faucon. Eh bien, non. Une solution à l'international, c'est une solution qui s'étudie au sur-mesure. On ne peut pas reproduire une solution comme ça de manière en faisant du copier-coller. Et donc, il faut à chaque fois prendre en compte tous les paramètres qui constituent votre entreprise, votre contrat, la taille de votre entreprise, la taille de votre client, etc. Et donc, ce qu'on va faire, et c'est le travail de Buzine Export, on va passer plusieurs heures avec vous pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de votre contrat. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais un petit aparté. Le premier entretien est toujours gratuit et on passe 2 heures ou 3 heures avec vous en toute confidentialité pour comprendre tout ce qui se passe, qui sont vos fournisseurs, qui sont vos clients, quels sont les flux, dans quel pays vous travaillez, avec quelle devise, etc. Donc, voilà. Et donc, imaginez que si votre client, quelqu'un m'appelle et me dit, voilà, mon client décide d'arrêter et de ne pas prendre possession de la marchandise ou décide de rompre le contrat, je n'ai pas de solution toute faite à lui donner. Je vais étudier ce qui se passe et à partir de là, il y a plusieurs solutions possibles, mais il n'y en aura qu'une qui conviendra à la situation. Donc, il y a des grands principes qu'on va regarder. D'abord, le premier principe, c'est est-ce qu'il s'agit de marchandises, est-ce qu'il s'agit de services, est-ce qu'il s'agit d'un produit fini, est-ce qu'il s'agit de matières premières. Donc, tout ça, ça va aussi avoir des incidences. Ensuite, on va regarder si c'est une vente ponctuelle, c'est une seule et unique fois que vous allez vendre un produit ou un service à votre client, ou si c'est un contrat récurrent que vous avez avec ce client-là, et donc qui est un contrat peut-être sur 6 mois, 1 an ou plusieurs années. Donc là, les choses changent effectivement entre le contrat unique et puis un contrat qui s'étend dans le temps. Et puis, il va y avoir aussi des aspects. Est-ce que vous avez une clause de force majeure dans votre contrat? Est-ce que vous avez une clause de révision de prix? Ce sont aussi des points qui sont extrêmement importants. Est-ce que votre client est la taille de votre client est beaucoup plus importante que la vôtre, donc le rapport de force, ou est-ce que c'est l'inverse? Donc ça aussi, ça va jouer sur vos relations avec ce client. Et puis, il y a aussi d'autres notions, comme de savoir à quel nom voyagent les marchandises. Et ça nous amène à l'Incoterm. Donc, Incoterm, c'est-à-dire International Commercial Terms. Et donc, l'Incoterm va définir les obligations du vendeur
et de l'acheteur en matière de déclaration douanière, en matière d'assurance, en matière de transport, mais aussi en matière de transfert de possession de la marchandise. Et attention, le transfert de possession de marchandise, ce n'est pas le transfert de propriété. Vous pouvez toujours rester propriétaire de la marchandise, mais vous avez transféré la possession de votre marchandise à votre client. Et alors, aujourd'hui, et c'est l'un des objets de notre webinaire, c'est qu'on a des clients qui nous appellent, ou enfin pas des clients, mais plutôt des prospects qui nous appellent affolés en nous disant j'ai vu que vous étiez spécialiste du commerce international. Voilà, moi j'ai envoyé de la marchandise à mon client, il ne veut pas en prendre possession, je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, je ne peux même pas récupérer ma marchandise parce que ma marchandise, elle est au nom de mon client. Et donc, le transporteur ne veut pas me donner la marchandise. J'ai beau lui dire que je suis le propriétaire, il ne veut pas me donner ma marchandise. Donc là, on se retrouve dans des aspects très complexes et ce n'est pas qu'à l'international. Si vous avez envoyé de la marchandise de Barcelone à Madrid et qu'elle a voyagé au nom de votre client, vous ne pouvez pas la récupérer. Il faut l'accord de votre client pour la récupérer. Et donc, vous comprenez dès lors que la solution toute faite, elle n'existe pas. Il va falloir étudier tous ces aspects-là et se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire une négociation avec votre client? Est-ce que vous êtes garanti vous-même? Est-ce que, par exemple, les clients de Buzine Export, eux, ils n'ont pas ce problème parce qu'ils ont des garanties. Donc, ils ont des garanties contre les interruptions de marché, ils ont des garanties de paiement, etc. Donc, le client Buzine Export, il est tranquille. Ceux qui viennent nous voir aujourd'hui, ce ne sont pas des clients, mais ce sont des gens qui arrivent avec des problématiques qu'on ne connaît pas. Et donc, on leur dit, bon, on en est où? Si c'est une fois ponctuel et que votre client est un gros client et que vous êtes un petit fournisseur, le risque qu'il soit prêt à aller au clash avec vous, il est énorme. D'une manière ou d'une autre, il va falloir réfléchir à quels sont les impacts de cette commande sur votre trésorerie, sur votre entreprise, sur les résultats de votre entreprise, et s'il vaut mieux ne pas négocier avec le client soit une ristourne ou s'il faut à la limite essayer de récupérer à l'amiable la marchandise si elle voyage au nom de votre client et essayer de la revendre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une solution qu'il faut étudier très très en détail et il ne faut surtout pas laisser la situation pourrir. C'est jamais bon. D'abord parce que si votre marchandise elle n'a pas été prise en charge par votre client, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle des surestarismes, donc ce sont des frais de port, etc., de gardiennage et autres. Ça paraît pas très cher parce que c'est au jour le jour, mais multiplié par le nombre de jours, à ce moment-là, ça commence à devenir très très cher. Et donc, il faut faire très attention à ça et surtout pas laisser pourrir la situation. Au vu de la situation actuelle, possible que l'activité de mon entreprise ait été ralentie, que je doive rompre mes contrats avec mes fournisseurs. Donc, la question, ça va être comment rompre mes contrats avec ces fournisseurs. D'accord. Alors, là aussi, c'est à peu près la même problématique, si vous voulez, que celle qu'on a quand mon client veut interrompre mon contrat. Là, je suis dans le cas inverse. C'est moi le client et j'ai des problèmes avec mes fournisseurs et je veux rompre mon contrat. Là aussi, je vais me poser exactement les mêmes questions. Est-ce que c'est un contrat ponctuel? Est-ce que c'est un contrat qui s'étend sur des années ou des mois ou des années? Et donc, à partir de là, je vais regarder aussi si j'ai une clause de force majeure que je peux invoquer. Si j'en ai pas, il y a quand même des possibilités d'invoquer la clause de force majeure, même si elle n'est pas écrite dans le contrat, mais il y a beaucoup de gens qui ont des contrats qui sont très très mal ficelés. Je dirais que c'est à peu près 9 contrats sur 10 à l'international, quand c'est pas 10 sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, quasiment tous les contrats sont très mal ficelés. Et donc, on va regarder s'il y a des clauses de révision de prix aussi qui pourraient s'appliquer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est étudier tout ça. Mais il faut bien comprendre que la clause de force majeure, vous pouvez l'évoquer en disant, voilà, moi, imaginons que j'ai une chaîne d'hôtels et j'ai commandé à Madrid un semi-remorque entier de fromage. Bien. Ce semi-remorque entier de fromage, il doit arriver, mais moi, on me dit que vous devez fermer tous vos hôtels. Donc, moi, ça ne m'intéresse plus d'avoir ces fromages. Donc, si c'est une fois ponctuel, je peux invoquer la clause de non-concurrence. Si c'est un client, enfin un fournisseur régulier qui me fournit tous les mois des fromages,
Alors là, j'ai une problématique. Parce que oui, pendant le confinement, je peux invoquer la force majeure, la clause de force majeure, mais une fois que je suis déconfiné, la clause de force majeure ne s'applique plus. Je dois reprendre mon contrat. Le contrat doit être repris. Et n'importe quel juge me condamnera si je ne reprends pas le contrat. Et donc là, il y a une vraie question à se poser. Il faut pas, encore une fois, il ne faut pas faire le dos rond ou jouer à l'autruche. Il faut vraiment prendre le problème à bras le corps dès aujourd'hui. Si vous êtes un hôtel et qu'on vous dit vous pouvez commencer à déconfiner, ben on ne sait pas si les touristes étrangers vont revenir. On a même des doutes par rapport à ça. Est-ce que les touristes locaux vont venir et en quelle quantité? On ne sait pas. Et quel sera leur pouvoir d'achat? On ne sait pas non plus. Donc, je serai obligé, parce qu'il y a des confinements, parce que la situation qui crée cette force majeure a disparu, de reprendre mon contrat, alors que je ne sais pas si ma situation économique, si mes ventes vont être les mêmes qu'avant cette situation de force majeure. Et donc, j'encourage toutes les entreprises à, dès maintenant, à réfléchir à comment commencer à renégocier avec ses fournisseurs, de la même manière qu'il faut commencer à renégocier avec ses clients. Et après, on va aborder, je pense, dans quelques temps, il y a eu des questions sur les matières premières, etc. Cette crise qui va s'étendre, parce que derrière la crise du coronavirus, on avait donc, comme expliqué au début, on avait déjà une crise, une récession économique déjà avant le coronavirus. Le coronavirus amplifie, tout a été gelé, l'économie va être durement affectée. Et après cette crise, on aura une crise financière, une crise économique, peut-être une crise monétaire aussi. Et donc, le prix des matières premières risque de s'effondrer. Donc, mes contrats, j'espère que vous avez des contrats qui ont des clauses de force majeure et des clauses de révision de prix. Si vous ne les avez pas, c'est le moment ou jamais de commencer à renégocier. Si vous n'avez pas de clause de force majeure, ça s'appliquera, mais sachez que une fois que la cause de la force majeure s'arrête, vous êtes obligé de reprendre votre contrat. Donc, c'est le moment ou jamais de renégocier des prix, des conditions, voire un aménagement à l'amiable. Et encore une fois, il y a aussi des notions telles que le rapport de force avec vos fournisseurs. Si vous avez un fournisseur qui est une multinationale et que vous êtes une PME, les possibilités de négociation sont très très limitées. Vous êtes dans un rapport de force qui est très défavorable. Donc tous ces aspects-là sont à prendre en compte et vous devez vraiment étudier ça de manière très très pointue avant de prendre la moindre décision. Donc il ne faut pas faire le dos rond et il faut s'y préparer dès aujourd'hui. La question suivante, c'est question d'actualité, du coup. Pourquoi le prix des conteneurs a-t-il triplé? D'abord, le prix des conteneurs, ce n'est pas un prix qui est fixe. C'est un prix qui est extrêmement variable. Ça dépend de votre fournisseur, ça dépend du loueur, ça dépend du transporteur. Parfois, ça appartient au transporteur, parfois, ça appartient à des loueurs privés. Et puis, il y a des pays comme, par exemple, la Chine, où vous allez facilement du simple au double. Donc, je vous encourage toujours à faire des demandes de devis diverses et variées, parce que vous avez vraiment, même en temps normal, vous avez des différences qui vont du simple au double. Là, avec la crise du coronavirus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit, bah, tiens, il n'y a pas de commande. Donc, s'il n'y a pas de commande, les prix devraient chuter. Sauf que, comme on a dit en introduction, les Chinois qui avaient le nouvel an chinois et qui avaient déjà une récession avaient déjà du stock. Comme il y a le nouvel an chinois et que toute la main-d'œuvre quitte les villes côtières pour aller à l'intérieur du pays et retourner dans les campagnes et que tout est fermé, eh bien, les entreprises chinoises ont l'habitude de surstocker pendant cette période-là pour pouvoir continuer à alimenter leurs clients. Comme elles continuent d'alimenter leurs clients, elles ont des stocks. Et les stocks, qu'est-ce que vous en faites? Au début, vous le mettez dans les entrepôts. Mais quand les stocks commencent à grossir, eh bien, vous êtes obligé de les stocker en dehors de votre entrepôt. Et la seule manière de trouver une solution très facile et rapide de stocker de la marchandise, c'est de la mettre dans des containers. Et donc, votre container, vous pouvez le mettre sur un parking, vous pouvez les stocker en hauteur sur de très très hautes hauteurs, etc. Et donc, sur un petit espace, vous pouvez concentrer énormément de marchandises. Donc,
les gens ont commandé énormément de containers pour le stockage, non pas pour la vente, mais pour le stockage. Et puis, comme on vient d'indiquer dans les deux premières questions, il y a beaucoup de gens qui devaient recevoir de la marchandise. Et donc, quand on reçoit la marchandise, on vide le container et puis le container de nouveau est disponible sur le marché pour la location. Mais ces gens qui ont refusé les marchandises pour cause de confinement, pour cause de crainte, pour cause de récession, etc., eh bien, ces containers sont bloqués et donc ils ne sont plus disponibles à la location. Et donc, il reste, vous avez ça qui, je vais mettre bien, voilà, vous avez ça qui est le nombre de containers disponibles et vous avez juste un tout petit peu, 8 ou 10% de containers qui sont un stock de sécurité qu'il y a un peu partout dans le monde. Or, quand une grande majorité des containers sont bloqués parce qu'il y a la récession et qu'on stocke les marchandises, il ne reste plus qu'un tout petit peu de containers disponibles. Et donc, la loi de l'offre et de la demande fait que le prix des containers a augmenté, triplé, voire même dans certains cas quadruplé. Il y en a certains qui en ont profité, ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, et ils ont été opportunistes. Ils voient qu'il commence à y avoir une tension, ils augmentent les prix. D'autres, c'était aussi dû à la peur. Qu'est-ce qu'on fait? On va en Chine, on va pas en Chine, on risque le coronavirus. Notre container, il faudra le désinfecter ou pas. Enfin, donc, ça fera des frais supplémentaires. Donc, ils ont anticipé les frais éventuels supplémentaires pour augmenter leur prix. Et puis, on a eu aussi en Europe une clause qui s'appelle le droit de retrait des camionneurs. Et donc, les chauffeurs routiers ont un droit de retrait en Europe et donc un certain nombre d'entre eux ont craint le coronavirus. On nous a dit que c'était la pandémie mondiale, qu'il allait y avoir des millions de morts, etc. Dieu merci, ça ne s'est pas produit. Et donc, on fait jouer leur droit de retrait. Et puis, il y a eu un autre souci, c'est que le confinement a été fait de manière totalement anarchique. Et donc, pour le transport routier, vous avez eu un autre aspect qui est que les transporteurs routiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent dans les stations-service, sur les autoroutes, ils vont se restaurer, ils vont aux toilettes, ils prennent des douches. Enfin, il y a tout un système qui leur permet de pouvoir travailler et vivre de manière décente. Et ce sont des gens qui restent 2-3 jours dans leur camion. Et donc, forcément, ils ont besoin d'une certaine logistique pour eux aussi, au niveau personnel. Et comme le gouvernement a créé le confinement, mais sans vraiment réfléchir aux conséquences, eh bien, les stations-service, certes, fournissaient de l'essence, mais il n'y avait plus de possibilité de boire un café, ni de se restaurer, ni d'aller aux toilettes, ni de prendre une douche. Et donc, les conditions étaient complètement indignes pour les chauffeurs routiers qui, sans faire grève, mais enfin, ont exprimé leur mauvaise humeur et beaucoup d'entre eux ont préféré arrêter de travailler. Vous ajoutez à cela que les frontières ont été fermées, sauf pour le transport de marchandises, mais malgré tout, il y a des contrôles beaucoup plus importants qu'avant, donc ça freine au niveau des frontières. Et donc tout ça crée un grand bazar, si vous voulez, dans lequel la fluidité et le coefficient de rotation des conteneurs est ralenti, et donc il y a de moins en moins de conteneurs sur les marchés. Et donc ça, c'est ce qui explique ces augmentations de prix. Alors derrière cela, il faut que les entreprises commencent à réfléchir. Pour celles qui sont exportatrices ou importatrices de marchandises, il va falloir qu'elles réfléchissent à cet aspect-là, qui n'est pas un aspect anodin, parce que si vous n'avez pas de conteneur, ça va être très compliqué de recevoir ou d'expédier de la marchandise. Aujourd'hui, tout fonctionne par conteneur. On charge sur des palettes et les palettes sont chargées sur des conteneurs. Les conteneurs, on leur met un seau et tout part avec des conteneurs. C'est très facile à manipuler. Ça passe du bateau au camion, du camion au train, et après c'est déchargé ou c'est déposé sur le parking de votre entreprise ou sur votre quai et vous le déchargez progressivement. Et puis après, il y a un autre camion qui vient le récupérer. Oui, mais s'il n'y a plus de conteneurs, il faut charger un camion à la main. Il faut donc sac par sac ou palette par palette, et là ça devient très compliqué. S'il n'y a plus de conteneurs, vous ne pouvez pas faire du transport maritime parce qu'il y a des embruns, il y a de la pluie, il y a tout un tas de choses, donc votre marchandise n'est plus protégée. Si vous n'avez plus de conteneurs, vous ne pouvez plus exporter, vous ne pouvez plus importer.
Et donc, comme on va très certainement vers une récession mondiale généralisée d'une amplitude telle qu'on ne l'a jamais connue, et on verra ça avec les matières premières, notamment avec le pétrole, aujourd'hui, la récession, elle est de l'ordre de 30%, donc un tiers. Donc, vous imaginez si c'est un tiers aujourd'hui, quand on va reprendre avec toutes les entreprises qui vont faire faillite et autres, on va être dans une récession sans commune mesure, si vous voulez. Et ceux qui n'auront pas pris cet aspect logistique en compte vont avoir des difficultés. Ils auront des difficultés aussi bien au niveau des fournisseurs qu'au niveau des clients, mais qu'au niveau du transport même de marchandises physiques. Ceux qui vendent du service sont épargnés par ces choses-là. Mais ceux qui vendent de la marchandise doivent se poser la question dès aujourd'hui, voire même, pourquoi pas, penser à acheter, s'ils n'ont pas besoin de beaucoup de conteneurs, leurs propres conteneurs. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Un conteneur, ça ne coûte pas très cher, surtout un conteneur d'occasion. Et donc, moi, je conseille à certains clients qui n'ont pas besoin d'énormément de conteneurs et qui ont de la place pour les stocker, etc., de commencer à les acheter. Voilà. Le pétrole. Pourquoi on a pris l'exemple du pétrole? Le pétrole, c'est deux choses à la fois. Et c'est deux choses très importantes qui permettent de comprendre le commerce international. Le pétrole, c'est d'abord une matière première. C'est une matière qui sert à faire des plastiques, pour la pétrochimie, qui sert de composants basiques pour même les médicaments, qui sert pour les peintures, qui sert pour les solvants, etc., etc. Mais le pétrole, ce n'est pas qu'une matière première, c'est aussi de l'énergie. Donc, le pétrole est en soi la matière première qu'il faut toujours surveiller parce que l'évolution de l'offre et de la demande de pétrole est révélateur de l'état d'une économie. Donc, que se passe-t-il avec le pétrole? Eh bien, la production mondiale de pétrole, elle est de l'ordre de 100 millions de barils par jour. Je parle au niveau mondial. Aujourd'hui, la demande de pétrole, elle est de l'ordre de 70 millions de barils par jour. Donc, il y a 30% de demande en moins. Donc, 30% de demande en moins en énergie et 30% de demande en moins en matières premières. Donc, en ce sens, ça nous donne vraiment un indicateur sur l'état de la récession actuelle. Elle est de 30%. Ensuite, ce qui est intéressant avec le pétrole, si vous voulez, c'est que, comme indiqué, la récession elle a commencé avant le coronavirus. Et donc, il y avait déjà des états de stock, de surstock. Et cette matière première, elle est un peu particulière, le pétrole. Ça ne stocke pas de la même manière. Vous ne pouvez pas le mettre dans un conteneur. Et donc, ça voyage à travers des tankers ou des supertankers, des énormes bateaux, ou ça voyage à travers des pipelines. Vous ne pouvez pas faire de stock dans un pipeline. Vous pouvez juste stocker la quantité de pétrole qui circule dans le pipeline, mais pas plus. Donc, comment on stocke le pétrole? Eh ben, dans les ports, vous avez ces énormes cuves en hauteur. Si vous allez à Barcelone, du côté de la Zona Franca, vous allez les voir. Mais ces cuves, elles sont pleines déjà d'avant le coronavirus, parce qu'il y avait déjà une demande qui était ralentie. Les bateaux qui arrivaient, que ce soit en Chine ou ailleurs, ils restaient au port et ils étaient bloqués parce que les clients ne venaient pas chercher la marchandise. Et puis, avec le coronavirus, ils ont invoqué la clause de force majeure pour ne pas prendre possession de la marchandise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? Vous savez, par exemple, en France, on a tous en tête des images des producteurs laitiers, par exemple, quand ils ont des surstocks ou quand les cours s'effondrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le lait à boire à leurs cochons ou ils déversent le lait dans les rues ou dans les champs, etc. Oui, mais le pétrole, vous ne pouvez pas le faire. Dieu merci, vous ne pouvez pas le répandre dans la nature et vous ne pouvez pas le répandre dans la mer non plus. J'espère qu'ils ne le feront jamais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez sur le bateau. Or, un pétrolier, un tanker ou un supertanker, ça coûte une fortune à la location au jour le jour. Ça coûte tellement cher que c'est une des rares matières premières au monde où on calcule même les jours de date de valeur en fin de semaine. Donc, quand je faisais du trading pétrole, par exemple, à la Société Générale, quand vous faites un virement à l'international, si ça tombe le week-end,
bah, vous êtes payé le lundi. Quand c'est sur du pétrole, si c'est le samedi, vous êtes payé le vendredi. Si c'est le dimanche, vous êtes payé le lundi. C'est hyper codifié, c'est-à-dire que chaque jour compte, ça coûte une fortune. Et donc, que se passe-t-il? Les tankers commencent à accumuler. La solution, dans ces cas-là, c'est d'essayer de les revendre dans un autre pays, mais comme la crise elle est mondiale, ce qui était bloqué en Chine, vous ne pourrez pas aller la vendre au Japon. Les Japonais, ils ont déjà trop de pétrole aussi, ils en ont commandé et ils n'ont plus les besoins puisqu'il y a une récession. Vous ne pouvez pas les vendre en Corée, ils ont les mêmes problèmes, etc. Donc, les tankers, ils restent à quai. Et donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, dans le pétrole, vous avez deux notions qui existent dans toutes les matières premières. Vous avez le pétrole réel et le pétrole virtuel, c'est-à-dire le pétrole papier. Le pétrole papier, ce sont des gens qui spéculent, et souvent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils font des achats à terme et ils disent « je vais déboucler mon opération d'avril, elle sera débouclée au plus tard au 1er mai ». Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ces gens-là avaient des engagements d'acheter tant de pétrole, tant de quantité de pétrole, et ils devaient payer les bateaux, etc., etc. Or, ça ne se vend pas. Et ils n'ont pas d'argent pour payer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant une journée, on a eu ça pour le débouclage du mois d'avril, donc qui arrivait pour début mai. Eh bien, l'échéance de mai, les gens étaient prêts à payer pour que vous leur achetiez leur pétrole. En fait, ils vous donnaient de l'argent pour que vous preniez possession du pétrole et que vous libériez les bateaux. Et donc, on est arrivé à cette solution qui n'est jamais vue dans le monde où on vous offrait 36 $, 37 $ le baril pour que vous récupériez le pétrole et éviter la faillite de nombreux spéculateurs. Donc, c'est quelque chose qui a été ponctuel. Le lendemain, c'est revenu en positif. Mais les cours du pétrole, aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 10 à 15 $ le baril. C'est-à-dire qu'on est remonté à plus de 50 ans en arrière en termes de cours du pétrole. Donc, comme le pétrole est une matière première qui est un indicateur général pour toutes les autres matières premières, si vous êtes acheteur de matières premières ou si vous êtes vendeur de matières premières ou si vous avez besoin de matières premières pour fabriquer vos produits, dites-vous bien que le cours des matières premières risque très vraisemblablement de s'effondrer. Et donc, encore une fois, si dans vos contrats, il y a des clauses de révision de prix, c'est génial. Sinon, commençons à négocier encore une fois avec vos fournisseurs. Méfiez-vous si vous avez des clients et que vous avez, ils vont vous dire, moi, je ne suis pas d'accord, le pétrole a baissé, je sais pas, vous vendez des jouets en plastique, donc le plastique c'est du pétrole, il faut baisser les cours. Les cours ont baissé, donc le prix de vos jouets, il doit baisser. Et donc, ça, vous allez avoir comme ça en cascade une série de baisses de prix et de chutes qui va être très, très importante. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas? Ça, c'est la question. Eh bien, le pétrole en cela est aussi significatif parce qu'on sait ce qui s'est passé. Juste avant cet effondrement très rapide du pétrole, on a vu les pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui n'étaient pas capables de se mettre d'accord sur une réduction de la production. Et on a vu ensuite l'Arabie Saoudite et la Russie, comme la baisse était très importante, finalement baisser de plusieurs millions de barils par jour, mais ce n'est pas suffisant, il faut baisser de 30 millions de barils. Et ça, ni l'Arabie Saoudite toute seule, ni la Russie ne peuvent à elles deux assumer cette baisse. Alors, il faut savoir aussi une chose, et ça c'est vrai dans beaucoup de matières premières, on n'arrête pas comme ça une production. Arrêter ou réduire une production pétrolière, de l'extraction pétrolière, ça coûte énormément d'argent, c'est très compliqué et ça prend du temps. Et surtout, redémarrer une production pétrolière, l'extraction du pétrole, ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'argent. Et donc, on est dans une situation où les entreprises se posent la question, est-ce que je continue, est-ce que c'est un mauvais moment à passer et je continue même un peu à perte, ou est-ce qu'il faut que j'arrête, ça va me coûter une fortune, et le jour où je devrais redémarrer, ça va me recoûter une fortune. Et c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et cette problématique-là du pétrole, vous allez la retrouver dans les autres matières premières. Pour les gens qui sont dans la sidérurgie, par exemple, les hauts fourneaux, vous ne pouvez pas arrêter un haut fourneau. Un haut fourneau,
s'il est à l'arrêt, pour le redémarrer, il faut redémarrer, je crois, de 1 ou 2 degrés ou quelques degrés par jour. Donc, pour le remettre jusqu'à la température maximale, il faut 3 mois ou 4 mois. Donc, il y a plein d'industries, généralement d'industries lourdes ou d'industries liées à la matière première, où vous êtes obligé de continuer même quand il n'y a plus de demande. De la même manière, quand vous avez les produits agricoles, quand vous faites votre récolte de cacao, elle se fait à un moment précis, ou votre récolte de café à un moment précis, et vous ne pouvez pas laisser votre cacao ou votre café comme ça en plein air. Il faut à un moment donné le protéger, il faut le travailler. Quand vous faites la récolte de blé, il va falloir ensiler le blé, mais ça coûte de l'argent d'ensiler le blé. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en farine, on ne le transforme pas en farine. Et donc, tous ces aspects-là vont venir impacter et vont venir s'entrechoquer les uns les autres. Et donc, ça, c'est très, très compliqué. Voilà. Donc, après, est-ce qu'on aura des solutions? On ne sait pas. On sait qu'il y a encore pour le pétrole papier une prochaine échéance qui est celle du 1er juin, donc fin mai pour le 1er juin. Pour ceux qui ont acheté du pétrole à terme. Qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir peut-être la même situation. On risque d'avoir des faillites en cascade. Pourquoi? Parce que vous avez le gaz de schiste, vous savez, surtout les Américains et les Polonais qui en font, mais surtout les Américains. Il y a du pétrole dans la roche, on envoie de l'eau avec des produits chimiques, on fracture ça et on récupère du gaz. Et déjà, il y avait une crise. Pourquoi? Parce que le gaz de schiste, le coût de revient, il est de 50 $. Donc aujourd'hui, on a 10 ou 15 $ le baril. Donc ils perdent de l'argent, mais ils perdaient déjà de l'argent avant. C'est la raison pour laquelle Trump a obligé les Européens, pour ceux qui s'en souviennent, en 2019, à dire arrêtez d'acheter du gaz russe, achetez-moi du gaz de schiste américain. Et il a fait vraiment le forcing pour imposer aux Européens l'achat du gaz de schiste. Donc cette industrie-là, elle risque de tomber en faillite. Elle a connu beaucoup de crises puisqu'elle est dépendante d'un cours du pétrole qui serait supérieur à 50 $ le baril. Or, ces dernières années, il a tendance à baisser. Et donc ces faillites en cascade vont entraîner sans doute des impacts financiers sur les banques, sur les fonds d'investissement, etc., qui va être terrible. Et donc, on risque d'avoir des problématiques importantes. Je termine avec le pétrole, et ce qui est vrai avec le pétrole est vrai avec les autres matières premières. Si on commence à arrêter le gaz de schiste, si on commence à arrêter l'extraction de pétrole, à un moment donné, la courbe va se résorber, mais à un moment donné, il va falloir redémarrer. Le jour où ça redémarrera, dans 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Et à ce moment-là, comme ça ne redémarre pas comme ça en appuyant sur un bouton, il faut des mois et des mois pour remettre en route, on risque d'avoir des manques aussi en matière première. Donc, la situation, elle doit être vraiment étudiée très sérieusement et elle doit être regardée au jour le jour par les entrepreneurs parce que ça, il faut toujours se tenir alerté et s'informer sur ces aspects-là. Voilà. C'est quelque chose qui va être crucial. Et je dirais même comment trouver de nouveaux fournisseurs et de nouveaux clients. Que se passe-t-il? Avec cette crise déjà de récession qu'il y avait avant le coronavirus, plus le coronavirus, le confinement et autres, vous avez tout un tas d'entreprises qui vont être extrêmement fragilisées. On sait par exemple, si je prends le cas de l'Espagne, que les petits autonomos et un certain nombre de petites entreprises qui étaient déjà fragilisées avant le coronavirus, on sait qu'une partie d'entre elles ne va pas redémarrer. Certains experts pensent que ça sera entre 20 et 30% qui risquent de ne pas redémarrer, tout simplement ne pas redémarrer. Et ensuite, vous avez dans les 3 à 6 mois qui viennent, toujours selon ces mêmes experts, vous risquez d'avoir encore 20 ou 30% d'entreprises qui vont déposer le bilan parce que trop fragilisées, elles n'arriveront pas, si jamais l'activité économique ne redémarre pas à 100%, elles vont déposer aussi. Donc vous risquez d'avoir un désastre économique de l'ordre de 30 à 50% d'entreprises qui disparaissent. Et dans ces 30 ou 50% des entreprises qui disparaissent, vous risquez d'avoir vos clients ou vos fournisseurs. Et donc, pour une entreprise, aujourd'hui, la question est de se dire, si jamais je perds un certain nombre de clients, comment je les retrouve? Si aujourd'hui, je perds mes fournisseurs les plus importants,
comment je m'organise. Et on voit qu'il y a des crises qui vont arriver sur les matières premières, sur les containers, donc sur les approvisionnements en règle générale. Donc la question, c'est dès aujourd'hui, je dois me préparer à trouver, à contacter, à négocier, à commencer à négocier avec des nouveaux fournisseurs. Dès aujourd'hui, je dois commencer à prospecter de nouveaux clients pour pouvoir pallier à la perte d'un client. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, il existera deux types de clients, deux types d'entreprises, pardon, celles qui seront préparées dès aujourd'hui à trouver, à commencer à prospecter, à trouver de nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs, et celles qui attendront d'avoir perdu leurs clients ou leurs fournisseurs pour se poser la question, ah bah, il faut maintenant que je me trouve un client ou un fournisseur. Or, il y aura de moins en moins de fournisseurs et de moins en moins de clients. La compétition va être rude. Si vous arrivez après la bataille, c'est fini. Et donc là, vous risquez d'avoir de très très sérieux ennuis. Et comme dit le proverbe, il faut prendre le train en marche. Si le train a démarré et qui commence à rouler, bah, vous pouvez toujours courir derrière lui, mais plus ça va, plus le train il accélère et moins vous aurez de capacité de le rattraper. Et donc, vous resterez à quai. Et donc, ça, c'est vraiment un des points les plus essentiels de la recherche aujourd'hui, du travail que doit faire un chef d'entreprise. Et en cela, Buzine Export peut les aider à trouver de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs, repenser, c'est l'occasion ou jamais, repenser ses contrats, repenser les négociations sur les prix aussi, en ayant pour objectif que les prix risquent de baisser, etc. Voilà.